Le titre. Où en est le processus d'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption? Le temps passe, le phénomène perdure, il s'aggrave même, en témoignent les récents audits menés dans l'administration publique. On en sait un peu plus ce soir sur les résultats de cette opération main propre lancée par l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Dans ce journal également, à Bobo Dioulasso, les travailleurs de la Citaraï ont mis à exécution leur menace de débrayage, une grève de 5 jours pour exiger, disent-ils, la satisfaction de leur plateforme revendicative dans laquelle ils demandent de meilleures conditions de travail et de vie. Et puis ce soir, nous vous embarquons pour un voyage à plus de 6000 km du Burkina Faso. Nous irons au Brésil où une chorale burkinabé brille de 1000 feux dans un festival, la chorale Chœur Vox Christi, sacrée meilleure chorale de cet événement où le Faso d'Afani a séduit et où le Ditanier a retenti. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. En dépit de toutes les structures de lutte contre la corruption dont le pays dispose, le phénomène continue de prendre de l'ampleur au Burkina. Les indicateurs sont au rouge. À l'ASELC, on veut passer à une autre dynamique, celle de doter le Burkina Faso d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Le document a été soumis aux parties prenantes ce mardi. Abdourazak Traoré, Justin Amonto. Au moment où le Burkina Faso s'apprête à entamer un nouveau virage dans la gouvernance qui se veut vertueuse conformément à la vision du nouveau Premier ministre, le tableau de la corruption demeure sombre. Les récents audits effectués dans l'administration le démontrent à souhait. Les résultats ne sont certes pas rendus publics, mais le contrôleur d'État, au cœur de l'opération, fait quelques révélations. Certains actes qui sont constatés sont entre autres la corruption, le détournement de deniers publics, le détournement des biens publics, mais également donc, les différentes infractions en matière donc, de gestion donc, des marchés publics. Nous constatons aussi que des différents acteurs sont concernés par ces actes de corruption. Donc, d'une manière générale, nous pouvons dire que la corruption est dans une situation actuelle où il faudra en tout cas bâtir une stratégie pour pouvoir véritablement lutter contre ce fléau dans notre pays. La nécessité de bâtir une stratégie de prévention, c'est justement ce qui mobilise l'ensemble des acteurs ce 25 octobre. Le projet de stratégie comporte 3 axes. Il est question de renforcer le pilotage de la lutte contre la corruption, de se pencher sur la prévention du phénomène, mais aussi renforcer la répression. Donc le volet stratégie ne vise pas seulement à ressortir les éléments d'indice de la corruption, mais à bâtir une stratégie pour permettre aux différentes administrations de véritablement porter la corruption comme étant un fléau qui doit être intégré dans le dispositif de management donc des structures publiques. À cette rencontre, il est attendu donc la validation de la dite stratégie. Un processus qui est en cours depuis 3 ans avec l'accompagnement de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Direction maintenant Bobo Dioulasso avec cette question. Le dialogue a-t-il été rompu entre les travailleurs de la Citaraï Bobo Dioulasso et leurs employeurs? En tout cas, les cheminots ont mis à exécution leur menace de grève. 5 jours d'arrêt de travail qui ont débuté ce mardi. Les travailleurs de la Société internationale de transport africain par rail exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La direction générale de la Citaraï, elle, parle d'une grève illégale, mais réaffirme sa disponibilité au dialogue. Reportage Salomon Tapsouba, surtout Justin Dabiré. Des trains de marchandises aux arrêts à la gare Citaraï Bobo. La raison des travailleurs de la Société internationale de transport africain par rail Citaraï Bobo observe un arrêt de travail de 120 heures à compter de ce mardi 25 jusqu'au 30 octobre 2022. Cette grève de 120 heures des cheminots du Burkina fait suite à un nouvel échec de dialogue entre la direction générale de la Citaraï et les responsables de la CGTB Citaraï Bobo. Lazare a pensé, lorsqu'il a pris la parole au nom de la direction générale, il dit qu'il n'est pas venu pour négocier.
il est venu pour nous dire de suspendre le mot d'ordre de grève et de retourner pour que les instances de Sitaraï puissent gérer, régler les questions, nos préoccupations. Alors, notre porte-parole a répondu pour dire, lorsqu'un conflit atteint ce niveau, la Sitaraï n'a plus compétence pour gérer ce conflit. Le droit prévoit, ou les textes réglementaires, cela revient de droit à la direction générale du travail. Au finish, sa délégation et lui se lèvent et sortent. Le directeur général dit non. Lui aussi, c'est là sa direction pour les rattraper. Pour dire non, venez, on va aller aux négociations. Le directeur général du travail revient avec sa délégation. Il nous fait savoir que la direction générale de Sitaraï répond, puisqu'ils sont représentés par des Burkinabés, que M. Quentin, le directeur Quentin, les a pas donné mandat de venir ouvrir des négociations. Il les a donné mandat de venir nous dire d'arrêter de suspendre notre mot d'ordre de grève. La direction générale de la Sitaraï reste, elle, capée sur sa position. Dans un écrit parvenu à notre rédaction, elle dit réitérer sa disponibilité à toujours privilégier le dialogue avec ses partenaires sociaux. La grève de 120 heures des cheminots du Burkina est, dit-elle, illégale et elle se réserve le droit, ajoute-t-elle, d'en tirer toutes les conséquences juridiques. Rappelons que cette grève des travailleurs de la Sitaraï fait suite à un préavis de grève déposé auprès des premiers responsables de la Sitaraï depuis le 5 octobre 2022, selon le secrétaire général du comité CGTB Sitaraï Bobo. Les travailleurs de la Sitaraï exigent dans leur plateforme la satisfaction totale de leurs revendications résumées en 9 points. Tous ceux qui sont admis à la retraite, ils avaient plus de 60 ans. Ils avaient 60 ans, maintenant quand on les a rappelés, ils ont plus de 60 ans. Mais ils sont vieux. Quelqu'un qui a 67 ans, tu l'appelles de venir travailler, il va faire quel travail? Et donc généralement, c'est les jeunes qu'on les associe qui abattent tout le boulot à leur place et ils se font payer. C'est une stratégie de la direction générale pour éviter qu'il y ait de la promotion. Parce que si on remplace le retraité, il y aura une vague de promotions qui vont suivre. Et bon, la direction générale ne veut pas tenir compte de ça. À la fin des 120 heures de grève, Florentin Badolo et ses camarades promettent de reprendre le travail. Mais si rien n'est fait, ils se gardent, disent-ils, le droit de reprendre d'autres mouvements de grève, cette fois sans préavis, mentionne-t-il. Tout autre chose, et vous vous en souvenez sans doute, c'est un événement qui a secoué le Tchad tout entier, les affrontements entre manifestants et forces de défense et de sécurité qui ont occasionné plusieurs morts, plus d'une cinquantaine de morts, en grande majorité des civils, manifestations contre le maintien au pouvoir de Mahamat Déby Itno. Et bien depuis, c'est l'indignation au sein des Tchadiens, ceux qui vivent sur place au Tchad, mais ceux aussi qui sont loin, comme les Tchadiens du Burkina Faso, au sein d'un collectif appelé les Tchadiens indignés, eh bien, ils se sont fait entendre aujourd'hui, plutôt hier, au cours d'une conférence de presse. Abdou Aziz Sarré y était, son compte rendu. Sur leur visage, la tristesse. Ces Tchadiens résidant au Burkina Faso pleurent la mort de leur frère tombé le 20 octobre dernier sous des balles assassines de l'armée tchadienne. Alors qu'ils manifestaient contre une prolongation de la transition dirigée par Mahamat Idriss Déby Itno. Le collectif des Tchadiens indignés résidant au Burkina Faso parle de plus de 70 morts et 500 blessés environ. L'heure est actuellement grave car après la manifestation, les militaires lourdement armés continuent à enlever des gens dans les quartiers en violant les domiciles sans mandat. Ces personnes sont enlevées et conduites dans certains lycées qui sont devenus en réalité des centres de torture où elles sont torturées jusqu'à ce que mort s'ensuit. Leurs corps sont déposés par la suite à la morgue de l'hôpital. Le non-respect de l'interdiction de la manifestation ne saurait être une raison donnant lieu à une telle boucherie. Des images sur la toile ont montré des hommes en tenue civile qui ont ouvert le feu également sur des manifestants à main nue. Ce qui montre que ce n'était pas seulement des forces de l'ordre, mais il y avait également des mercenaires. Actuellement, la psychose règne toujours au Tchad
selon le collectif des Tchadiens indignés résidant au Burkina Faso. Car, disent-ils, le régime de N'Djamena, qui veut à tout prix justifier son maintien au pouvoir, attise la haine au sein des populations en jouant sur la fibre religieuse. On ne tue pas seulement l'homme, mais on le tue avec une autre manière encore, des manières les plus atroces. C'est-à-dire, on vient, on te prend, on te torture jusqu'à arriver à un niveau, on t'égorge. On met ça sur le dos de la religion, terminé. Et quand on demande comment nos familles vivent là-bas, moi je me demande, est-ce qu'ils vivent? Parce qu'ils attendent à quand sera mon tour. Au regard de la gravité de la situation qui prévaut actuellement au Tchad, les panafricanistes présents à cette conférence de presse invitent la communauté internationale à réagir. Nous voyons que la CEDEAO et l'Union européenne et les Américains ne répondent pas. Quand c'est des présidents qui sont à leur solde. Mais quand c'est des présidents qui ne sont pas à leur solde, nous voyons qu'il y a toujours des sanctions et autres. Je pense que c'est le moment que ces gars-là sanctionnent ce pouvoir-là et qui laissent définitivement le peuple tchadien vivre réellement et la liberté, l'indépendance et toute cette dignité qu'il mérite enfin. Tout en refusant catégoriquement toute prolongation de la transition dans leur pays, le collectif des Tchadiens indignés résidant au Burkina Faso exige non seulement la poursuite en justice de ceux qui ont fauché des vies, mais aussi la démission de Mahamat Idriss Déby Itno et son gouvernement. Dans l'actualité de ce mardi également, c'est parti pour les 72 heures du lait local, une 8e édition qui se tient, vous le savez, toujours dans un contexte sécuritaire assez compliqué, qui a un impact énorme sur l'insécurité alimentaire et donc sur la production du lait. Nous allons y revenir dans la suite de ce journal, mais en attendant, qui sait, peut-être qu'un jour on trouvera dans le menu des cantines scolaires du lait local. En tout cas, la dynamique est désormais claire. Prioriser la production locale dans l'assiette des élèves burkinabés. C'est le ministère en charge de l'Éducation nationale qui s'est doté d'un document d'orientation sur la consommation des mets nutritifs à base de produits locaux par région au profit des élèves du préscolaire et du primaire. Le document a été examiné ce 21 octobre. Maxime Eliboudon. Les élèves du préscolaire et du primaire du Burkina vont bénéficier désormais d'un goûter, d'un déjeuner et d'un dessert dans le menu de leur cantine scolaire si ce répertoire national de mets locaux venait à être adopté. Ce document met également à la disposition de chaque région des menus variés en fonction des disponibilités alimentaires locales. Concrètement, les repas qui seront servis à l'école proviennent des potentialités de chaque région. L'objectif est de réussir à rendre les cantines autonomes par leur approvisionnement en s'appuyant sur une stratégie de développement interne et local. Et comme par exemple un menu, il peut s'agir au niveau du préscolaire d'une bouillie enrichie, constituée donc de céréales, de légumineuses, également de produits forestiers non ligneux. À partir de là, nous voyons tout de suite qu'il y a une composition assez complète en termes de nutriments, c'est-à-dire la couverture en protéines, la couverture en micronutriments essentiels, fer, zinc, vitamine A et vitamine C, qui représentent en tout cas une portion très importante pour le jeune enfant. Au cours de l'étude, un questionnaire est adressé aux acteurs du système éducatif sur l'ensemble des 13 régions du pays. La collecte des données a permis de révéler que les élèves de la région de la Boukoul du Mouhoun ont un penchant pour le riz et le niébé, contrairement à ceux des Cascades qui préfèrent la purée de pommes de terre et du babenda, un mets local. Il s'agit donc de voir au niveau de chaque région, et en fonction des potentialités agricoles et qu'est-ce qu'on a comme production, pour proposer des mets et des menus qui seront justement utilisés dans les cantines scolaires. À travers cette initiative, l'idée est de faciliter l'émergence des filières locales, ce qui va sans doute améliorer l'économie des producteurs. Cette étude permettra en fait à nos producteurs de mieux rentabiliser. Ça veut dire que nous allons pouvoir mettre en place une économie circulaire et être moins vulnérables donc aux produits extérieurs. Et je pense que c'est la politique donc du gouvernement qui est ici mise en œuvre.
Pour ce qui concerne la contribution de l'État, elle est estimée à plus de 18 milliards de francs CFA par an dans l'approvisionnement des cantines scolaires. L'État met à la disposition des communes pour la cantine scolaire, du préscolaire, du primaire, plus de 18 milliards. Et en exploitant ce document, nous allons nous rendre compte que ce document oriente les acteurs sur la production locale. Donc, vous voyez, mettre 18 milliards dans la production locale, ça va permettre déjà à améliorer notre production, à améliorer les conditions de vie des producteurs. Le ministère en charge de l'Éducation nationale veut ainsi faire de l'alimentation scolaire endogène une solution pour une éducation de qualité à l'abri de la faim. Et dans un tout autre registre, à présent, le réseau d'initiatives des journalistes africains pour la coopération et le développement, lui, se penche sur une pathologie peu connue, mais qui sévit tout de même au Burkina Faso. Il s'agit d'une noma, une maladie destructrice et déformatrice de la bouche et du visage des enfants notamment. Eh bien, ce réseau de journalistes appelle les médias à plus de sensibilisation sur ce mal afin de freiner sa propagation. Reportage Abdou Aziz Saré. Ils sont conscients que la communication contribue au changement de mentalité pour l'éradication de la maladie du Noma au pays des hommes intègres. C'est pourquoi l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, en collaboration avec le Centre médico-chirurgical Persis, initie cet atelier de formation à l'endroit des journalistes et communicateurs. L'idée est de renforcer leurs capacités et situer leurs responsabilités dans le combat contre cette maladie qui défigure les enfants. C'est vrai, les rédactions ont d'autres préoccupations, mais ça aussi, c'est l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Et si on ne prend pas ça en compte, dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez des enfants qui seront en marche du développement de notre société. Et ça ne serait vraiment pas bien pour l'image. Vous, en tant que journaliste, chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux contribuer pour changer les choses? C'est à travers vos émissions. Et pour cela, nous sommes en train de négocier avec le centre pour qu'il y ait des conventions, des petites conventions pour permettre de faire des émissions de sensibilisation, des tables rondes et pourquoi pas des grands reportages et enquêtes. Nous allons négocier pour ça. Causé par la malnutrition, le Noma se rencontre là où sévissent la misère et la pauvreté. Au Burkina Faso, l'incidence de cette maladie serait de 15 cas sur 10 000 enfants par an. 90% en meurent sans avoir reçu le moindre traitement. Au regard de cette prévalence, les hommes de médias s'engagent à mettre leur plume à contribution pour l'éradication de ce mal au Faso. À travers les images qui nous ont été présentées, nous voyons qu'être défiguré n'est pas du tout aisé comme vie dans la société. Alors nous nous sommes engagés de faire en sorte que la population comprenne d'abord que ce mal peut être guéri définitivement et surtout nous sommes engagés à nous battre de sorte à sensibiliser toute la population pour qu'elle sache que le mal-là est évitable. Et nous allons faire beaucoup de choses pour cette population. Nous sensibilisons. Nous aidons, grâce à nos noyaux relais qui sont situés dans les villages, à détecter les enfants porteurs donc, de cette maladie. Parce que vous savez, les gens dans les villages, ils cachent les enfants malades du Noma, soit disant que c'est une maladie de la pauvreté, c'est une honte. Donc nous allons aider donc, à détecter ces enfants et à les conduire dans un centre de santé le plus proche. Les participants, estimés à plus de 20, sont venus de toutes les régions du pays pour prendre part à cet atelier de formation qui est une première sur la maladie du Noma. Je vous le disais il y a un instant, ce mardi ont débuté les 72 heures du lait local, une 8e édition célébrée dans un contexte sécuritaire très difficile et bien l'insécurité qui impacte notamment la production et la vente du lait local. C'est donc l'occasion pour les acteurs de se retrouver pour penser stratégie de résilience tout en faisant la promotion de leur filière. Amadou Diko. Ces femmes, pour la plupart, ont en commun la production et la commercialisation des produits laitiers. Une activité à genoux du fait de l'insécurité grandissante dans les zones à forte production. À Ouagadougou, dans le cadre des 72 heures du lait local, Aminata Diko, responsable d'une mini-laiterie à Dori, espère tirer son épingle du jeu. Car avec la crise sécuritaire, elle a du mal à faire écouler ses produits
dans sa localité d'origine. Franchement, au Sahel, aujourd'hui, nous sommes dans de grandes difficultés, puisque nous-mêmes, dans notre propre laiterie, tout en nous avons de pertes. Chaque matin, nous ne pouvons pas faire une semaine sans de pertes, puisque notre lait quitte à 40-45 km pour venir à Dori. Les motos ne circulent pas. Ça, c'est un grand problème à cause de l'insécurité. Si dans les zones à fort défi sécuritaire, c'est l'écoulement des produits laitiers qui pose problème, dans la capitale burkinabé ou à Bobo-Dioulasso, c'est plutôt le manque de la matière première qui fait défaut. S'approvisionner en lait local relève d'un parcours du combattant pour bon nombre de laiteries. La production de lait qui était à plus de 250 millions de litres l'année est passée à 12 millions de litres. Un déficit qui oblige les mini-laiteries à se tourner vers le lait importé. Nous collectons, je peux dire, du mauvais lait ou du lait, par exemple, très lavé. Les gens n'arrivent pas à évacuer. Ils vous gardent ça pour le lendemain. Et quand on vous livre ça, si la vérification n'a pas été bien faite, tu peux te tromper et puis te retrouver avec une forte quantité de lait que tu ne pourras pas transformer. C'est justement pour pallier ces difficultés auxquelles sont confrontés ces producteurs que se tiennent ces 72 heures du lait local. Une initiative des fêtières nationales engagée pour la valorisation du lait local. 3 jours durant, ces hommes et femmes vont réfléchir sur les maux qui freinent leur activité pour mieux trouver des stratégies de résilience. Notre système de production laitière est basé sur un système pastoral. Mais aujourd'hui, nous voyons avec la crise que nous vivons, et la mobilité du bétail est devenue un problème. Et même, beaucoup comme on l'a dit dans la salle, et beaucoup de nos producteurs ont perdu leur bétail, en plus de ceux qui ont perdu leur vie par leur âme. Mais nous devons réfléchir si nous voulons que notre production puisse être résiliente par rapport à ces problèmes, parce que nous ne savons pas à quel moment ça va finir. Cette 8e édition des 72 heures du lait local se tient du 25 au 29 octobre 2022 au Palais de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Guingani. Ils sont ingénieurs de conception, techniciens supérieurs et ingénieurs des travaux. 400 étudiants de l'Institut supérieur de génie électrique au Burkina Faso viennent de mettre fin ou de finir leur cursus universitaire et ils ont effectué leur sortie officielle. Plus de détails, Justin Monto. Forte de 400 lauréats, la promotion 2022 de l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso, ISGEBF, effectue ce 22 octobre sa sortie officielle. Après quelques années de dur labeur, ces étudiants de la 19e promotion des techniciens supérieurs, ingénieurs de travaux et de la 3e promotion des ingénieurs de conception sont désormais des diplômés qualifiés. L'Institut supérieur de génie électrique a été pour nous cette communauté exceptionnelle dont les acteurs, tous aussi valeureux les uns que les autres, nous ont permis de quitter les méandres de l'ignorance pour nous abreuver à la source du savoir et être aujourd'hui des diplômés hautement qualifiés. Selon le directeur général de l'Institut, la performance de cette 19e promotion est à saluer, car ces diplômés sont très engagés, bien formés et prêts pour faire face au monde professionnel. Oui, c'est une très belle promotion dans la mesure où nous avons sorti 400 diplômés, ce qui est beaucoup. Et ça va donc de l'électricité industrielle, les réseaux informatiques, les télécommunications et la maintenance industrielle. Et en tout cas, c'est un bilan très positif que nous faisons. Et les entreprises pourront en tout cas trouver les compétences nécessaires qu'elles ont besoin pour pouvoir développer leurs activités et être compétitifs. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur encourage vivement ces jeunes diplômés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour affronter le marché du travail. Nous exhortons nos enfants avec l'ensemble des savoir-être et des savoir-faire qu'ils ont acquis, d'être préparés tant psychologiquement, mentalement
à affronter ce marché du travail et nous les encourageons vraiment à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le parrain, directeur des ressources humaines de l'entreprise minière Essakane, renouvelle la volonté de l'entreprise Essakane à accompagner ses étudiants de l'ISGE. Et on suit le curricula, on suit aussi des étudiants. On a eu la chance d'avoir quelques stagiaires dans notre entreprise, ce qui nous permet de valider effectivement que les produits qui sortent de l'établissement sont de très bonne qualité et qu'ils sont déjà bien préparés pour aborder la vie professionnelle. Pour certains impétrants, les projets sont déjà dans le viseur. Je pensais me lancer dans l'agroalimentaire, comme ce n'est pas trop développé et tout ça, industrialisé. Donc je voulais me lancer dans ce domaine-là. Donc il me faut vraiment des qualités techniques pour pouvoir industrialiser mon entreprise et tout ça. Manifestation de joie après d'énormes efforts, mais aussi photos de famille pour immortaliser la célébration. Les officiels ont ensuite effectué une visite des laboratoires dont dispose l'Institut supérieur des génies électriques du Burkina Faso. Maintenant, comme annoncé en titre, je vous emmène au Brésil, à Belo Horizonte, où une chorale burkinabé fait sensation depuis quelques jours. La chorale Cœur Vox Christi, invitée à Belo Horizonte pour participer à un festival, s'est fait remarquer en étant la meilleure chorale de cet événement. Oui, les bruits des fusils ne peuvent pas faire taire la musique, la chanson, la chorale, les paroles d'Idi Tanier ont retenti à Belo Horizonte. Je vous propose de suivre maintenant le compte rendu spécial de notre envoyé spécial Roméo Koïta sur place. C'était grandiose. Regardez. Un standing ovation du prestigieux théâtre de Béthune. 1500 spectateurs emportés par la prestation d'un groupe de choristes d'un pays sahélien, le Burkina Faso. Vox Christi, désigné meilleure chorale du festival, reçoit les honneurs et des médailles symboliques, puis l'hymne du pays, le Titanier, retentit à plus de 1500 km de Rio de Janeiro. Tout est symbole. Aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de la culture du Burkina Faso. Et on était très heureux lorsqu'on a joué l'hymne national du Burkina et que nous étions en train de recevoir ces médailles-là. On était très contents. Nous dédions cette médaille de meilleure chorale du festival à la nation burkinabé tout entière et prions le Seigneur pour que notre petite contribution soit agréée par Dieu et que la paix revienne au Burkina Faso. Pour ce festival de chants religieux, le volet compétition passait en second plan. Mais les ambassadeurs du Burkina Faso ont tout de même fait forte impression, d'abord par l'accoutrement, puis les sonorités africaines et les pas de danse qui vont avec. Du nouveau pour un public sud-américain qui s'est logiquement laissé emmener par cette ambiance venue de loin. C'est la première fois que nous recevons des Africains ici. Et je suis très impressionnée par la prestation. Merci beaucoup. Je suis sans voix. Le spectacle va au-delà de mes attentes. Je suis très content et j'espère vous revoir une prochaine fois dans notre pays. Merci, merci. Débuté il y a 3 jours, le festival Circuito Canto Choral de Béthune réunit 8 groupes, 7 du Brésil et 1 du Burkina Faso. L'objectif est de favoriser le brassage entre Africains et Sud-Américains. C'est donc un pari réussi pour les initiateurs, car en l'espace de quelques heures, les barrières sont tombées dans cette salle, les couleurs de peau mises à l'écart, juste des humains qui avaient l'envie de se retrouver, une fraternité facilitée par la puissance de la musique, de la culture.
C'était tout simplement un triomphe. Et maintenant, pour finir, elle s'appelle Jennifer Ouedraogo. C'est elle, l'ambassadrice Orange des régions 2022. À l'issue de la 2e édition du concours ambassadrice Orange porté par la compagnie de téléphonie mobile, elle remporte plusieurs lots, dont la somme de 10 millions de francs CFA. Océane d'abonnés, Maxime Boudou. C'est elle, l'ambassadrice Orange des régions 2022. Jennifer Ouedraogo, candidate de la région du Centre, remporte le trophée grâce à son projet dénommé Un Geste. Une application conçue pour venir en aide aux personnes vulnérables. Mon projet consiste à venir en aide aux personnes démunies en récoltant des fonds avec une contribution minimale de 100 francs CFA. Ces fonds seront récoltés à travers une application mobile de financement participatif qui sera accessible à toutes les personnes disposant d'un compte Orange Money. Cette initiative est de Orange Burkina. Les promoteurs, à travers ce concours, souhaitent booster l'entrepreneuriat féminin et au-delà, contribuer au bien-être de la communauté. Vous savez, en tant que leader, on a quand même un rôle et un devoir. C'est d'aider nos jeunes sœurs et nos jeunes frères à aller de l'avant à travers des projets nobles comme celui-là, qui sont des projets par le sponsoring de projets qui impactent les communautés. Les filles arrivent à s'exprimer, à se valoriser et à vendre leurs projets aux différentes communautés, que les femmes ont du potentiel, les femmes ont de la valeur, les femmes peuvent apporter la différence aussi. Le concours ambassadrice Orange des régions est à sa 2e édition. En plus du trophée, la lauréate obtient un chèque de 12 millions de francs CFA. La seconde lauréate, Charlotte Nassé, obtient la somme de 1 500 000 francs CFA. Quant à la 3e place, elle revient à Nelly Sérémé avec la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc est pris pour demain, la même heure, 19h30, ici même. Bonsoir.